il y a très peu de concurrents qui sont prêts à faire cet effort-là. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est du rapide, du sexy, du pas cher. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Hello Mike, comment ça Salut va? David. Ça me fait plaisir cette interview pour que plus d'entrepreneurs te connaissent et connaissent aussi ta spécialité. On va en parler juste après. Parce que ça aide énormément les entrepreneurs et ça aide à vendre surtout. Et aujourd'hui, je pense que le cœur d'une entreprise, pour l'oxygène d'une entreprise, c'est de pouvoir vendre ses services, vendre ses produits. Et pour ça, justement, aujourd'hui, il y a une compétence que toi, tu as poncée depuis quelques années maintenant et qu'on va parler. Avant de parler de ton expertise, de ta compétence, on va revenir un tout petit peu quand même sur ton historique, comment tu es arrivé là. Mais, et avant tout, je te laisse en quelques minutes te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, en quelques minutes, promis. Merci David. Bonjour à tous déjà. Mike, de Paris, mais là en ce moment je suis à Varsovie. C'est pour ça que tu vois un petit poster bizarre juste ici. c'est la gare centrale de Varsovie. Donc entrepreneur, copywriter aujourd'hui. Avant ça, j'ai été ingénieur dans l'aéronautique pendant un peu plus de 10 ans. Donc j'ai commencé ma vie comme salarié, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Dans diverses entreprises comme Airbus, ministère des Armées, etc. 10 ans qui m'ont énormément apporté, mais au bout d'un moment, au bout de 10 années, je me suis lassé de la lente évolution de carrière. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans l'aventure de l'entrepreneuriat, de monter ma propre entreprise. Donc j'ai commencé au départ dans la séduction avec une marque qui s'appelle Dragueur de Paris sur laquelle on a déjà travaillé ensemble, qui existe toujours aujourd'hui, qui est numéro 1 dans son marché séduction pour hommes en ligne. Donc ça a été ma première entreprise. Et là, aujourd'hui, je monte d'autres entreprises, notamment une spécialisée sur l'email marketing, parce que ça, je pense qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui. C'est-à-dire, ma spécialité aujourd'hui, c'est l'email marketing. C'est mon plus gros canal de conversion, de rétention, de fidélisation, de vente. Ça, on pourra en reparler. Pour moi, c'est le meilleur canal qui existe. Au-dessus de tous les autres, au-dessus des réseaux sociaux, au-dessus du vlog, au-dessus de tout ce que tu veux. Donc ça, on pourra en reparler. C'est un canal que j'utilise dans la totalité de mes business et c'est également sur ça que je travaille avec mes clients, puisque j'accompagne également des clients qui ont aussi des listes email et qui ont pour ambition de les faire grossir et évidemment de faire des ventes, mais pas juste de faire des ventes, c'est-à-dire aussi de fidéliser leur audience sur le très long terme, parce que ça, c'est ce qui fait l'énorme différence entre des boîtes qui sont tout juste rentables et des boîtes qui sont extrêmement rentables. La deuxième catégorie, c'est des boîtes qui ont appris à monétiser sur le long terme leur audience en augmentant le plus possible la LTV, donc la lifetime value d'un prospect. Et ça, pour moi, ça se fait principalement avec l'email marketing. Super, mais en quelques minutes, parfait, l'exercice parfait. Donc, tu es passé d'ingénieur à business en ligne. Et comment ça t'est venu, en fait? Parce qu'à la base, tu as fait des études d'ingénieur. Jusqu'où tu as poussé tes études? Études d'ingénieur, c'est Bac+5. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait l'école des mines de Saint-Étienne, spécialité électronique. Donc, à la base, mon délire, à la base, c'était informatique électronique, tu vois. C'est-à-dire tout ce qui était marketing, ça m'intéressait absolument pas, le commerce non plus. Même à l'époque, c'était, pour tout te dire, quand tu es dans le milieu de l'ingénierie, on voit d'un très mauvais œil toutes les personnes qui bossent dans le commerce, dans le marketing, etc. C'est-à-dire, dans le jargon, on les appelait vendeurs de saucisses ou les vendeurs de tapis, parce que la croyance populaire chez les ingénieurs, c'est que quand tu as un bon produit, en fait, il se vend tout seul. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'une équipe de commercial, machin. Et la croyance chez les ingénieurs, c'est que les commerciales ne servent qu'à rattraper un mauvais produit, tu vois. Donc, c'est-à-dire, toute ma vie, on m'a un petit peu inséminé ces croyances-là. Après, il y avait aussi les croyances limitantes de mes parents, de mon milieu familial, parce qu'aujourd'hui, je suis le seul entrepreneur de ma famille. Je viens d'une famille de salariés qui, ma père et ma mère, ils ont travaillé à la poste toute leur vie, tu vois. Et typiquement, voilà. Donc, t'imagines toutes les croyances limitantes sur l'argent, etc.
Et en fait, c'est assez naturellement que j'ai commencé ingénieur, puisque avec toutes ces croyances qu'on m'a inséminées, du coup, je suis allé vers là où je m'intéressais à l'époque, c'est-à-dire la technique, l'électronique, etc. C'est comme ça que je me suis dirigé vers l'industrie aéronautique et j'ai travaillé là-bas pendant 10 ans. Et je précise également, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu ça c'est un petit peu la mode dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on dit toujours oui, le salariat c'est nul, on est l'esclave de son boulot, etc., etc. En général, ceux qui disent ça, ce sont des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être à un poste intéressant ou dans une entreprise intéressante, tous les deux à la fois. Moi, je suis bien tombé, je le reconnais à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des postes vachement intéressants qui faisaient que je passais 2/3 de mon temps à voyager en fait. J'étais souvent à l'international, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Pologne aussi. C'est pour ça que j'y suis aujourd'hui aussi, etc., etc. Avec une entreprise qui me laissait une forte autonomie, qui me faisait confiance. Donc en fait, les 10 années que j'ai passées dans le salariat. Vraiment, je me suis éclaté, quoi. Je me suis vraiment amusé. J'ai aucun regret sur ces années-là. Alors, qu'est-ce qui fait justement que, alors que tu t'éclates dans le salariat, tu deviens entrepreneur? C'était quoi le déclencheur? Le déclencheur, ça a été l'ennui, en fait. C'est-à-dire que je m'amusais bien, mais l'évolution de carrière en France est extrêmement lente, surtout dans l'industrie aéronautique. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont travaillé dans le secteur aéronautique, je pense qu'elles confirmeront que dans le secteur aéronautique, les cycles sont extrêmement longs. C'est-à-dire, par exemple, quand tu construis un avion, les projets durent 15 à 20 ans, tu vois. Donc, en gros, quand tu commences ta carrière vers 23 ans, si tu veux être, je sais pas, directeur de département, c'est pas avant 40 ans, quoi, voire 45 ans. Et encore, c'est pas sûr que tu y arrives non plus parce que tout le monde veut être directeur de département. Quoi. Faut un peu, vas-y, voilà. Faut prendre la place. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, je commençais à comprendre que, à moins d'être extrêmement bon en pistonnage compagnie, ce qui n'était pas mon cas, j'avais assez peu de chances d'arriver à ce niveau-là et surtout, fait que je sois patient pendant 20 ans, tu vois. Donc, déjà, j'avais cette frustration-là. Et du coup, le plan B, l'autre solution quand tu fais une carrière comme ça, c'est de devenir expert dans un domaine. Donc, typiquement, quand tu commences ingénieur, c'est soit tu deviens manager, puis directeur, etc., tu gravis les échelons, soit tu deviens expert dans un domaine technique. Moi, j'avais pas envie d'être, par exemple, d'être expert, je sais pas, en résistance des matériaux, d'expert en avionique ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui pouvait me faire délirer quelques années, mais je savais que j'allais me lasser. Et donc, du coup, j'ai commencé à me chercher. Je commençais à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire, etc. Sachant que j'avais pas dans l'idée de commencer par l'entrepreneuriat tout de suite. Et en fait, à côté de mon travail, les week-ends, je faisais régulièrement de la photographie. Au départ, c'était en tant qu'amateur. C'était soit je prenais des gens en photo ou je prenais des paysages en photo. Puis à un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer par là. Donc, c'est-à-dire, j'ai créé un blog à l'époque sur la photographie. J'ai créé une page web pour proposer des shootings photos que je vendais 30 € à l'époque. Et j'ai commencé comme ça. Donc ça, c'était vers 2016 de mémoire. Donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, ça s'est fait de fil en aiguille, tu vois. C'est-à-dire, j'avais pas, dès le départ, le rêve de devenir entrepreneur. Je me suis pas levé un matin en me disant vas-y, je vais être infopreneur sur le web. C'est pas le fait de l'entrepreneuriat qui a été de l'aspiration à devenir entrepreneur qui a été j'ai l'impression déclencheur. C'était plutôt l'ennui en te disant j'ai envie de faire autre chose. Ok. L'ennui et aussi le désir de deux choses également. Enfin, ça a été vraiment une succession de facteurs, tu vois. Mais il y avait aussi deux choses. La première, c'est que je voulais avoir un impact plus fort dans ce que je fais parce que l'industrie aéronautique, c'est bien, mais quand tu travailles dans une entreprise comme Airbus, quand tu travailles au ministère des Armées, t'es juste un rouage dans une gigantesque machine qui tourne avec ou sans toi, c'est-à-dire avec ou sans toi, elle tournera, même si tu as un job important, même si quand tu débarques dans des réunions de 30 personnes et que tu commences à faire ton speech, mais la fierté personnelle, elle est... Voilà. Et donc, j'avais quand même un impact limité dans ces projets-là, donc j'avais cette frustration-là. Puis aussi, la deuxième frustration, c'est que par exemple, le dernier projet sur lequel je travaillais à l'époque, qui a été l'élément déclencheur, en fait, j'étais absolument pas d'accord dans la direction dans laquelle ça allait. Et je me sentais absolument pas aligné avec ce projet-là, tu vois. Et pour autant, je pouvais pas forcément travailler sur autre chose. Donc, du coup, je me suis dit, bon, au lieu de travailler sur un projet où je me sens pas du tout aligné dans la direction où ça va, en fait, je vais travailler sur des projets qui m'intéressent, des projets où j'ai décidé de la direction
et où je vais en avoir la pleine maîtrise. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé sur la photographie, tu vois. Ça a commencé par là, en fait. Et comment on fait donc cette transition entre le travail, tous les jours, on doit aller au boulot, et une autre idée ou une autre motivation, et comment on arrive à devenir entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont cette même problématique. Première chose à faire déjà, c'est de comprendre que à moins, encore une fois, je fais une exception, c'est-à-dire à moins qu'on fasse un travail type, par exemple, travailler sur des chaînes de montage, par exemple sur Airbus, quand tu travailles sur des chaînes de montage pour hélicoptères, là, tu as des tâches qui sont bien définies, sur lesquelles tu as un certain nombre de livrables à faire, sur un certain nombre de tâches à faire. Là, c'est un petit peu compliqué. Mais hormis ces jobs-là, il faut comprendre que la loi de Pareto s'applique. C'est-à-dire, la loi de Pareto, c'est quoi? C'est qu'en gros, il y a 20% de ce que tu vas faire dans ta semaine qui va faire 80% de ta visibilité, 80% de ta réputation. Et c'est hyper important de comprendre ça parce qu'en fait, dans le monde du travail, on fait énormément de tâches qui sont pas indispensables, ou alors on fait des tâches que d'autres salariés nous ont poussé à nous, ce qu'on appelle refiler la patate chaude dans le jargon. Et en fait, le but du jeu, c'est déjà de commencer par se libérer du temps, donc en se débarrassant des tâches qui sont pas indispensables, en déléguant ce qui peut être délégué à son collègue, à son chef, etc., ou tout simplement éliminer des tâches qui sont pas indispensables. Et en fait, quand on fait ça, on se retrouve avec bien moins que 35 heures de travail. Ça, c'est peut-être pas quelque chose que je devrais dire, c'est quelque chose de tabou en France, mais c'est la réalité. Et pour dire, c'est vrai. J'ai fait ça pendant 2 ans, c'est-à-dire les 2 dernières années de mon salariat, parce que ça m'a pris 2 ans avant de démissionner pour passer à plein temps, un peu plus de 2 ans même. En fait, pendant ces un peu plus de 2 années-là, franchement, je devais travailler peut-être 15 heures, quoi, maximum de travail productif. Et le reste du temps, en fait, du coup, c'est là le deuxième levier à actionner. En fait, depuis mon bureau au travail, en fait, je travaillais sur ma propre entreprise, tout simplement. Évidemment, sans dire à l'employeur, sans qu'il le sache, etc. Et sans que ça impacte non plus ta notation à la fin de l'année, parce que pendant ces 2 dernières années-là, j'étais dans les mieux notés de l'équipe. J'avais la réputation d'être quelqu'un d'extrêmement productif, fiable, etc., qui atteint ses objectifs. Et c'était vrai, les objectifs étaient atteints, et il faut faire attention justement dans son entretien annuel à définir avec son supérieur hiérarchique, son N+1, des objectifs qui sont pas trop ambitieux mais réalistes et qui vont apporter quelque chose à la boîte, et se focaliser que sur ça. Et tout ce qui sort de ce cadre-là, vous le faites pas, on le fait pas, on l'élimine, on le délègue, ou simplement vous ne faites rien. Par exemple, un truc qui arrivait très souvent, et ça je suis sûr il y a plein de salariés qui ont ça. Très souvent, on reçoit peut-être 50, 100 emails par jour. En fait, juste ne pas répondre à ce qui n'est pas important, en fait, des fois, c'est suffisant. Des fois, il y a des collègues qui vous posent des questions, par exemple, vous répondez pas. Et en fait, dans 90% des cas, ils vont chercher la réponse tout seul de l'autre côté, ou alors c'est un autre collègue qui va la donner. Et en fait, vous n'aurez pas à intervenir. Et quand on a compris ça, en fait, on fait une gigantesque épuration de son temps de travail, et on se focalise que sur ce qui est vraiment important. Et ça, c'est valable pour énormément de jobs dans le tertiaire, encore une fois, c'est-à-dire pour les personnes, je sais pas, qui sont agriculteurs ou techniciens sur des chaînes de montage d'hélico, ce genre de choses. Évidemment, c'est pas applicable. Ouais. Mais ce qui est marrant, parce que tous les conseils que tu as donnés, finalement, c'est les plus gros conseils que je donnerais à un entrepreneur. C'est d'être productif en se focalisant uniquement sur ce qui donne, sur ses objectifs. De déléguer ce qui doit être délégable, etc. Oui. C'est vraiment... C'est-à-dire que ça s'applique quand tu veux faire cette transition, mais ça s'applique surtout aussi quand tu es entrepreneur. C'est très, très important, et tu as raison. Alors, donc, pendant 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Sur quelle priorité tu t'es basé quand tu as fait cette transition? Est-ce que l'idée, c'était de créer ta visibilité? Est-ce que l'idée, c'est plutôt de créer ton produit, ton funnel? Bref, sur quoi tu t'es penché? À l'époque, déjà, les funnels, je savais pas ce que c'était. Donc, à l'époque, pour moi, je dis à l'époque, mais c'était il y a 5 ans, en fait. Pour moi, un business Internet, c'était ouvrir un blog, écrire des articles, écrire des pages où on propose un service de coaching. En l'occurrence, pour moi, c'était la photo à l'époque, et attendre que les clients viennent. Donc, c'était ma vision. Donc, j'ai commencé par ça.
évidemment, les clients, ils venaient difficilement. C'est-à-dire, il se passait pas grand-chose. De temps en temps, j'avais des mecs qui se perdaient sur mon site parce que bon, j'étais quand même un peu référencé sur Google sans trop d'efforts parce qu'il n'y avait pas énormément de concurrence non plus. Mais malgré ça, j'avais très très peu de clients. Donc, et puis surtout, à 30 € le shooting, c'est pas ça qui va remplacer un salaire d'ingénieur. Ouais, tu avais un produit qui était complexe à scaler, peut-être, etc. Ah oui, même les notions de scaling, de high ticket, de pricing, d'upsell, de je sais pas quoi, enfin tout le jargon que j'enseigne à mes clients, je savais pas que ça existait à l'époque, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis rendu face à l'évidence, c'est que ce système-là, il fonctionnait pas. Et puis surtout, je n'arrivais pas à vendre à l'époque. Je faisais face en fait aux croyances limitantes dont on a parlé au début de l'interview, que la vente c'est mal, que vendre cher c'est un truc de gros capitaliste, que c'est forcément une arnaque, etc. Donc en fait, je culpabilisais d'augmenter les prix, puis en fait, je me retrouvais coincé face à mes contradictions. Et du coup, j'ai commencé à écrire sur Google comment vendre, comment augmenter ses prix, comment avoir du trafic, etc. Enfin, des mots-clés que je pense tout le monde a déjà écrit au moins une fois dans sa vie sur YouTube ou sur Google. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du marketing. Et en fait, comme j'étais tout seul à m'intéresser à mon site, j'étais vraiment tout seul, tu vois, j'avais pas d'autre choix que d'apprendre cette compétence, tu vois. Donc du coup, j'ai appris cette compétence et en fait, c'est comme ça que j'ai acheté ma toute première formation en marketing à l'époque et que j'ai commencé à appliquer. Et ça a été une révolution quoi pour moi à l'époque. C'était, je découvrais un nouveau monde quoi. Je découvrais un monde que je connaissais pas. Je prenais une tarte dans la figure en comprenant que écoute, t'as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas le vendre, personne va l'acheter. Et qu'en fait, ça c'est dommage de dire ça, mais en fait, celui qui a un excellent marketing mais un produit bidon gagnera toujours plus que celui qui a un excellent produit mais un marketing bidon. C'est toujours ce que je C'est dis. bête, mais c'est comme ça. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que son message soit le plus clair possible. Parce C'est ça. qu'avant de consommer votre produit, on consomme votre promesse, on consomme votre message, vos valeurs aussi, mais surtout votre message et quel est le résultat ou la transformation que vous allez donner à votre client. Mhm. Exactement. Sinon, en fait, avant de se marier, faut la séduire, la nana. On se marie c'est pas ça. tout de suite, on est d'accord. Et c'est C'est pareil ça. en fait, le marketing, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand tu parles de transformation, ça a été, je crois, ça a été l'une des plus grosses révolutions dans mon cerveau d'ingénieur à l'époque. C'est de comprendre la différence entre un produit et une offre. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc pour ceux qui voient pas la différence, mon produit, c'était les shootings photos. Je disais, écoute, salut, je m'appelle Mac, je vends des shootings, c'est cool, mes photos, elles sont sympas. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et en fait, on va voir les clients, ils nous regardent comme ça, ils me disent, écoute, tes photos, elles sont jolies, j'ai envie de te faire confiance. Mais tu vois, là, il y a, je sais pas, il y a Juliette qui est tout aussi bonne que toi, qui fait des belles photos aussi, qui fait pour 10 balles de moins. Donc moi, je vais aller voir Juliette. Et du coup, il se casse. Et en fait, le problème, c'est que quand on vend un produit qui n'est pas différenciant sur le marché, donc typiquement un shooting photo, en fait, il y a des milliers de photographes qui font ça. C'est une compétence. Voilà, en fait, on est écrasé par la concurrence. En fait, c'est à guerre des prix parce qu'en fait, les clients ne savent pas faire la différence entre ce que c'est une bonne photo et une mauvaise photo. Eux, ils veulent juste des photos d'eux. Ils sont incapables de faire la différence. En tant que photographe, on sait le faire, c'est-à-dire tu montres différents clichés entre un bon et un mauvais photographe à quelqu'un dont c'est le métier, il va te dézinguer, le mec qui sait pas prendre de bonnes photos. Et tu montres ça à un client, il sait pas voir la différence, tu vois. Donc, il fait au prix, forcément. Et donc, au départ, j'avais commencé comme ça, et c'est comme ça que j'ai appris, ça c'était un des premiers leviers qui m'a aidé à construire une offre. C'est-à-dire que je vendais non plus des shootings photos pour hommes, ce que je faisais à l'époque, je vendais une transformation pour les hommes, c'est-à-dire les faire passer en gros de hommes mal habillés, pas valorisés, pas masculins, etc., en homme élégant, viril, bien habillé, avec de la prestance et surtout du charisme. Et tu mets les avant-après en face. Et là, derrière, tu mets un nom de méthode derrière. Et là, tu dis, écoute, bon courage pour trouver la même chose, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Et on était peut-être quelques-uns en France maximum à savoir faire ça. Et c'est là que, en fait, cette offre-là, je l'ai fait passer de 30 € à, je crois, 800 € pour quasiment la même chose. Il y avait peut-être un coaching en plus après, mais à la fin, c'était la même chose. Ouais, pour toi, mais pas dans la tête des gens. Ouais, pas dans la tête des gens.
parce que on proposait une transformation et les gens m'approchaient pour avoir cette transformation, tu vois. Oui, ouais, c'est comme Ça a si été je dis, vraiment première grosse révolution, quoi. c'est comme si je dis à quelqu'un, écoute, je vais te proposer un soda et tu vas être heureux et tu vas être désaltéré, alors que ou je te propose de l'eau gasifiée. C'est pas pareil quand même. Et pourtant, ça reste du coca les deux. C'est exactement la même chose. Donc, C'est ça. c'est là où tu as découvert que les mots étaient importants pour pouvoir proposer justement tes produits, mieux les valoriser. Alors, tu as commencé sur le shooting photo. Pourquoi la photo? Ce que ça me passionnait à l'époque, ça un peu moins aujourd'hui, mais j'aime toujours prendre de la photo. Mais à l'époque, c'est ce que je faisais de mes week-ends, quoi. C'est-à-dire, du lundi au vendredi, j'étais souvent en déplacement, je travaillais, etc. Et le week-end, à l'époque, je voyais ma copine et j'allais faire des shootings photos. C'était mon hobby de l'époque, quoi. Donc de là, tu montes un business en ligne de shooting photo où tu changes ton marketing, tu modifies en apprenant, tu apprends en termes de compétences le marketing, tu apprends le copywriting, tu modifies dans ton business en ligne. Il était en ligne, hein, ton business. Hein. Du moins, la vente, elle était en ligne. Par contre, tu le faisais, le shooting, en physique. Oui, c'est ça. Et de là, tu changes ton prix, tes offres, etc. Donc, en effet, la différence entre un produit et une offre, c'est qu'une offre, entre un produit et une offre, c'est que l'offre, elle est en fonction d'une perception de comment on la vend et d'un prix, d'une valeur, en fait. Mais la valeur, c'est vous qui la définissez ou c'est en face comment on la définit. Contrairement à un produit où ce n'est que des caractéristiques d'un ensemble. Voilà. Il n'y a pas de valeur. Je précise une chose importante, c'est l'augmentation des prix. Ça s'est fait assez lentement parce que j'étais en plein dans le syndrome de l'imposteur à l'époque. C'est-à-dire, pour moi, vendre une prestation de photo de plus de 100 €, c'était, à l'époque, je considérais que c'était du vol. Tu vois, je me sentais mais parce pas que bien tu voyais même. Oui, voilà, parce que je raisonnais en tant que produit. Voilà, tu voyais que le produit et surtout, tu voyais pas la transformation et la véritable valeur que tu amenais aux gens. C'est ça. Qui était de changer leur façon d'être à l'extérieur. Il y avait de ça, mais j'avais aussi un très mauvais rapport avec l'argent à l'époque, tu vois. En plus, ouais. Et pour me détacher de ça, il a fallu que je me fasse accompagner, donc je me suis fait coacher. Mais par contre, après, ça m'a pris quelques temps, mais après, c'est une libération. Et au bout des 2 ans, une fois justement que tu t'es formé sur ce rapport avec l'argent qui était un petit peu différent, une fois aussi que tu as amélioré, j'imagine, tes compétences sur le marketing, sur proposer une véritable offre et non pas simplement un produit. Après, donc, tu es arrivé à une offre à 800 €. Comment t'es passé de la photo à un service en ligne web, donc de séduction, de séduction en ligne, d'accompagnement pour séduction en ligne? Alors, on voit bien entendu quand même parce que c'est accompagner au départ physiquement un homme pour que il soit plus séduisant. Donc ça, c'est ce que tu faisais en photo. Mais comment ça t'est venu de dire, tiens, il y a une suite, il y a ça, il y a un truc là à faire, voilà, tout simplement. Alors effectivement, le parallèle avec la séduction, déjà ce qu'il faut comprendre, parce que j'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est que depuis mes 19 ans, c'est depuis mes 19 ans que je suis dans ce qu'on appelle les communautés de séduction, puisque à l'époque, je faisais partie des mecs qui arrivaient pas à rencontrer quelqu'un, tout simplement. C'est comme ça qu'on rentre dans les communautés de séduction. Et en fait, donc j'avais déjà un pied là-dedans, j'avais déjà tout un réseau et j'avais déjà des personnes qui me connaissaient, qui me demandaient des conseils, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je prenais en photo des hommes, en fait, je me suis rendu compte que le premier usage qu'ils faisaient de ces photos, c'était les applications de rencontre, tout simplement. Okay. Et du coup, en fait, je me suis dit, en fait, je suis con, pourquoi pas connecter les deux, quoi? Plutôt que de faire des photos séparées, machin. Je vais connecter ce que je sais déjà de la séduction, parce que ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais dedans, et la photo. Et à partir de là, création d'une nouvelle offre, c'est-à-dire comment rencontrer une femme qui nous plaît, comment se valoriser pour attirer des femmes qui nous plaisent. Et la partie photo, en fait, c'est une des composantes de l'offre qui permet d'atteindre ce résultat. Donc évidemment, ça donne derrière un package qui est beaucoup plus complet.
Et puis derrière, évidemment, on peut le pricer beaucoup plus. Et puis surtout, ça amène une transformation beaucoup plus importante des clients. C'est-à-dire qu'au lieu de juste avoir des belles photos d'eux, en fait, ce qui est matérialisé, c'est qu'ils vont rencontrer des femmes qui leur plaisent, ils vont être en couple. Il y en a qui vont se marier. Ou là, par exemple, il y a 2 C'est semaines. la finalité, ce qu'ils voulaient finalement. Ouais, Voilà. c'est ça. Il y a 2 semaines, par exemple, il y a un de mes clients qui a annoncé que sa copine est enceinte. Ça fait un an et demi qu'il est avec, tu vois. Et je suis super content pour lui. Et ça amène des transformations bien plus importantes et bien plus ambitieuses que juste ah tiens, tu vas avoir des photos pour avoir des matchs Tinder, tu vois. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais, c'est de répondre aux besoins ultimes. C'est ça. En augmentant la chaîne de valeur. C'est très important ça. C'est si vous pouvez, et si vous avez aujourd'hui un business ou si vous êtes en train de faire un business, essayez d'augmenter au maximum la chaîne de valeur. C'est quoi augmenter la chaîne de valeur? C'est tout simplement proposer des services qui vont au bout de l'aspiration de votre avatar, qui vont au bout du désir de votre avatar. Et donc d'avoir un point d'entrée comme là Mike il avait un point d'entrée, c'était la photo, parce que la photo c'est ce qu'il y avait de plus tangible en fait, donc c'était facile de le vendre, et ensuite de compléter cette chaîne de valeur en proposant un accompagnement sur la séduction. Parce que aussi tu avais une compétence dessus, parce que tu avais bien bûché le sujet, notamment dans différents groupes, etc. Et c'est ce qui t'a permis de construire donc une nouvelle offre. Donc, tu avais ton offre de photo, ensuite une nouvelle offre. Tu as complété tes offres, tu as complété ta chaîne de valeur, parce qu'au départ, tu avais mis une offre sur ce site-là, ensuite, tu en as mis plusieurs, et à la fin, c'est là où tu as eu Dragueur de Paris. C'est ça? Ouais. Oui. Au départ, c'était uniquement de la photo, puis à la fin, c'est devenu un site sur la séduction à part entière. Ouais. Combien de temps ça t'a pris entre la photo, justement, et Dragueur de Paris, on va dire, qu'il soit le plus complet possible? J'ai envie de te dire, c'est jamais complet, parce que c'est toujours en train de grossir, tu vois, mais on va dire, ça a bien pris 3-4 ans, quoi, facile, quoi. Okay. Sachant que ça aurait pu être évidemment bien plus rapide, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pendant longtemps aussi, j'ai pas voulu me faire accompagner, c'est-à-dire j'avais un petit peu l'ego masculin qui était là en mode c'est bon, je vais me débrouiller, je sais faire, machin. À la fin, j'y suis arrivé, mais ça m'a pris très longtemps, tu vois. Et ça aurait pu être bien plus rapide. Donc oui, avec ce chemin-là, 3-4 ans, ouais. 3-4 ans. Aujourd'hui, Dragueur de Paris, c'est une équipe qui est en place. C'est des clients fidèles, c'est des transformations. On parle de quoi? De milliers de transformations pour les hommes? Peut-être pas des milliers, mais des centaines, ouais. Des centaines avec les programmes de coaching, et des milliers si tu prends en compte les ventes de formation, etc. Ouais. Et des milliers avec des... mais ça reste... Oui, avec les formations, c'est des milliers. Ça reste quand même une transformation. Des milliers de transformations, des milliers de clients. Voilà. Quelle a été la compétence que tu as mis en place? Quel était la compétence ou le levier que tu as mis en place le plus fort pour justement, par rapport à Dragueur de Paris, pour acquérir des clients et les convertir? Sur quoi tu t'es positionné? Alors, deux parties de la réponse. Pour l'acquisition pure d'un point de vue technique, on va dire, donc acquérir des emails et des clients, je me suis toujours opposé sur le trafic organique. C'est-à-dire, j'ai commencé par un blog, donc ça a été Google, donc le SEO, Search Engine Optimization, et ensuite, dans un second temps, YouTube. Aujourd'hui, ce sont toujours ces deux leviers-là qui me rapportent la majorité de mes clients, et ce sont toujours les deux leviers que je conseille. Par contre, oui, c'est pas sexy dans le sens où c'est long à mettre en place. C'est clairement des leviers de long terme. Par exemple, la publicité, c'est très rapide à actionner, tu vois. Par contre, ça te coûte extrêmement cher et t'as intérêt à savoir ce que tu fais, parce que si tu te plantes, c'est gros déficit derrière. Donc, je conseille l'organique. Par contre, voilà, c'est du long terme. Par contre, derrière, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que derrière, à force d'écrire des articles, de faire des vidéos, tu vas avoir une courbe exponentielle qui va dessiner. Tu vas avoir de plus en plus de trafic, de plus en plus d'abonnés, etc. Par contre, oui, ça prend un peu de temps à s'actionner. Il faut l'accepter, ça fait partie du jeu.
Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu de vos concurrents. Donc là, je parle pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Il y a très peu de vos concurrents qui sont prêts à faire cet effort-là. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est du rapide, du sexy, du pas cher, du machin, comme en séduction d'ailleurs, comme tous les domaines aussi. Et beaucoup ne sont pas prêts à faire ça, en fait. Donc quelque part, c'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose que je fais pour systématiquement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la pub, c'est juste en fait, la pub aujourd'hui, c'est un accélérateur pour tester mes nouveaux funnels. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on crée un nouveau funnel de vente, la pub nous sert à avoir des résultats plus rapidement pour savoir si c'est viable ou pas. C'est à ça que sert la publicité, en fait. Donc ça, c'est première partie de la réponse. Maintenant, la partie qui est encore plus importante, et c'est celle qui est dans 100% des cas, et je le vérifie à chaque fois que je coach un client, c'est jamais assez profondément fait, c'est d'avoir une connaissance parfaite de son client. Quand je dis parfait, c'est du point A au point Z. Le point A, c'est quelle est la douleur la plus forte qu'il rencontre aujourd'hui. Le point Z, c'est où est-ce qu'il veut aller. Et ensuite, les différentes lettres de l'alphabet qu'il y a entre les deux, c'est quelles sont les étapes. Et ça, vous devez pouvoir l'expliquer de manière parfaitement fluide. Vous devez être capable de dire c'est quoi les 5 gros points de douleur de vos clients, c'est quoi les 5 trucs qu'il veut. Et vous devez être capable de le faire du tac au tac. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous ne connaissez pas assez bien vos clients. Et ça, pourquoi c'est hyper important ? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs dans la sélection de vos offres. Je te prends un exemple, David. Dans la séduction, pendant longtemps, j'ai essayé de proposer des formations aux hommes célibataires pour réussir leur rendez-vous. Le problème, c'est que ça intervient après, dans le chemin client. La première étape, ce que veulent tous les mecs, sans exception, c'est avoir des matchs sur Tinder. Ils veulent que ça. Et si derrière, tu débarques et tu dis « Ouais, tiens, mais tu sais, il y a les rendez-vous, faut quand même savoir, tu sais, les rendez-vous, c'est important. » Le client, il va te dire quoi ? Il va dire « Ah, mais je m'en fous. Dès que j'ai des matchs Tinder, problème réglé, c'est bon, je sais faire, t'inquiète, mec, j'ai pas besoin de toi, c'est cool. » Donc en fait, au lieu d'essayer de vendre quelque chose au client qu'il n'a pas demandé, vous lui demandez ce qu'il a demandé. Donc ce qu'il demande, c'est le client, il veut des matchs Tinder. Tu lui proposes une méthode pour avoir des matchs Tinder. Et ensuite, tu le laisses faire. Vas-y, mets en ligne ton profil, fais tes conversations, fais tes dates. Et il va se planter tout seul parce qu'ils font toujours les mêmes erreurs. Donc, ils vont se planter, ils vont se faire friendzoner, ils vont rencontrer d'autres problèmes comme la friendzone, la sexualisation, l'isolation, etc. Et derrière, 2-3 semaines après, ils vont revenir à la fleur au fusil, ils vont dire « Ah, écoute, merci, là, j'ai plein de matchs. Par contre, les dates, c'est un peu galère. Qu'est-ce que vous proposez ?» D'où l'intérêt d'avoir vraiment cette connaissance parfaite parce que c'est ce qui va designer tout le funnel derrière. C'est ce qui va designer aussi la conception même de ta formation, par exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, ma formation sur Tinder qui s'appelle Actinor & Co, en fait, c'est un point d'entrée dans mon écosystème. Et régulièrement, dans la conception même de la formation, je fais le parallèle avec le dating, la friendzone, la sexualisation, les conversations, le couple, le plan cul, etc. Puisque ça, ce sont les autres besoins des hommes célibataires. Mais ils n'en ont pas conscience encore. Voilà, ils n'en ont pas conscience parce que c'est trop tôt et surtout parce qu'ils sont convaincus qu'une fois qu'ils ont des matchs Tinder, qu'ils vont réussir à résoudre le reste. Sauf que il faut les laisser se planter et c'est là qu'ils vont se rendre compte. Dans le marketing, c'est pareil. Par exemple, il y a combien de personnes qui m'ont demandé « Mike, c'est quoi tes techniques pour augmenter la taille de ta liste email ?» Au lieu de lui dire « Ouais, mais tu sais, les upsells, c'est important, machin », le client va dire, je m'en fous, je veux remplir ma liste email parce que je sais que si j'ai 1000, 2000 personnes sur ma liste email, je vais faire des ventes. Donc, au lieu de lui demander ce qu'il n'a pas demandé, on dit, tiens, voilà ma méthode pour remplir ta liste email. Tu le laisses faire. Et là, il va se rendre compte que les gens, ils ouvrent les emails, ils cliquent, mais ils achètent pas. Et là, il va revenir, il va dire, je comprends pas, j'envoie des mails, mais ça vend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu vas pouvoir passer au point suivant parce que là, il s'est pris un mur. Et là, tu peux passer à la suite, tu vois. Bien sûr. Et tout ça, ça vient avec la connaissance de l'avatar client. Et ça, tant que tu l'as pas, en fait, tous tes produits vont être à côté de la plaque et tout ton funnel va être aussi à côté de la plaque. Alors, par rapport à ça, déjà, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que aujourd'hui, ce que j'enseigne, c'est ne faites pas en fonction de votre produit, faites en fonction de l'avatar et du problème de l'avatar. Ça, c'est une chose. Ensuite, je confirme ce que Mike dit parce que, et je confirme que pour lui, c'est important parce que lorsque je l'ai accompagné justement sur Dragueur de Paris, on a bossé, mais comme des tarés, l'avatar et c'est quelque chose en plus sur quoi je souhaite bosser à fond. Mais vraiment, et on a bossé l'avatar. Donc, bossez votre avatar.
la question que là, pour tous ceux qui nous regardent, comment on fait pour bosser un avatar quand on n'a pas de données à la base? Ah, c'est une question, ça. C'est une question pour Ok. toi. Je pourrais répondre si tu veux, mais là, toi, Bah, comment tu fais toi Déjà, la première chose à faire, c'est pas de le faire tout seul. Parce que si on connaît mal son avatar client, parce qu'en général, le premier réflexe, c'est de se poser soi-même des questions, genre, ouais, mon client, il veut quoi, c'est quoi ses besoins, etc. Sauf qu'en fait, si on le fait pas avec le client, bah, en fait, c'est un brainstorming avec soi-même, et en fait, on va nécessairement être à côté de la plaque. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer par du coaching et d'avoir des clients au téléphone. Par contre, de les laisser parler. Laissez-les parler. Essayez pas, parce que l'erreur que je vois souvent, c'est d'essayer de les emmener dans une direction pour vendre une formation ou quelque chose derrière. Non, on se tait et on le laisse parler. Même s'il est bavard, s'il fait un quart d'heure de monologue, c'est pas grave, on le laisse parler. Et en fait, ton rôle, ça va juste être de relancer et d'appliquer notamment une méthode que je conseille, c'est la méthode des 5 P, la méthode des 5 pourquoi. Par exemple, je sais pas, imaginons, il y a un homme célibataire au téléphone, il va dire, ouais, je sais pas de match Tinder, machin et tout. Il dit, ok, pourquoi tu penses que t'as pas de match Tinder? Ah, bah, parce que mes photos, elles sont pas bien, parce que machin et tout. Ok, pourquoi tu penses que tes photos sont pas bien? Ah, bah, parce que je pense que je manque de masculinité, je pense que le cadrage est mal fait, machin. Ah, tiens, t'as dit que tu manques de masculinité. Ton avis, pourquoi tu manques de masculinité? Ah, bah, parce que dans mon enfance, j'ai pas connu mon père et j'ai une mère un peu castratrice qui m'a dit qu'il faut être gentil avec les femmes, machin. Du coup, bah, en fait, j'ai pensé ça et du coup, ça, c'est l'inverse de la vérité, machin. Ah, ok, du coup, est-ce que tu penses qu'il faut être gentil avec les femmes ou pas? Et tu relances comme ça. Et en fait, tu vas aller de plus en plus profond dans la connaissance de ton client. Et là, tu vas avoir des trucs de ouf, comme par exemple l'exemple que je t'ai donné de la mère castratrice. C'est un truc que j'ai entendu, je sais pas combien de fois au téléphone, tu vois. Et quand tu as cette information-là, c'est quelque chose que tu vas pouvoir dire derrière à ton client, que tu vas pouvoir dire dans tes emails, dans tes pages de vente. Et comme ça, le client, quand il va tomber dessus, il va se dire, ah ouais, ça me parle, parce que c'est moi, tu vois, quoi. Et ça va infiniment plus loin que juste ce que je suis pas le seul sur le marché, tu vois, à dire à faire du coaching séduction Tinder. Il y en a d'autres qui le font. Mais les autres, ils font quoi? Ils s'arrêtent au premier niveau. C'est en mode, je bats de match. Ah bah tiens, voilà la méthode pour prendre des matchs. Merci, sauf qu'après, bah, il s'en va le client. Et sauf qu'en fait, ça c'est un truc que je dis souvent, c'est l'argent, la monétisation, ça se fait sur le long terme déjà, ça se fait dans la relation avec son client. Et la relation avec le client passe d'abord par une connaissance parfaite de son client. Une identification du client et une identification des émotions. Parce que là, tu parlais par exemple d'un sujet qui était plutôt émotionnel, le rapport avec la mère. C'est une émotion à la base. C'est pas une caractéristique, c'est pas un désir. C'est juste une émotion qu'on a, une émotion que certains ont en soi-même. Mais le côté émotionnel, en effet, vous pouvez l'avoir que si vous faites des coachings. Oui. Pour compléter ce que tu as dit, c'est excellent. C'est vraiment une excellente méthode. La méthode des 5 why, des 5 pourquoi, c'est une excellente méthode pour aller en profondeur dans votre avatar. Et ensuite, votre avatar. Donc, en effet, au départ, le coaching, c'est un moyen d'avoir tout de suite à chaud tous ses problèmes, ses désirs, etc. Comment vous pouvez l'aider en l'écoutant. Hein. Ça reste la base du coaching. D'ailleurs, vous trouvez des réponses en l'écoutant. Et après, vous avez aussi ce que moi j'aime bien, c'est l'avatar. Ce que vous désirez en fait de lui, parce qu'on ne veut pas travailler avec tout le monde en fait. On veut travailler, alors dans la séduction, peut-être que toi, Mike, tu as travaillé avec des gens qui étaient plus entrepreneurs, ou alors plus employés, ou alors plus ceci, ou plus cela. Ça c'est avec les prix surtout. Quand j'ai commencé, au début, je coachais des chômeurs et des étudiants parce qu'en fait, j'étais pas cher, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est les pires clients qui soient. Franchement, c'est des personnes qui sont en permanence en train d'essayer de gratter, soit de gratter une réduction, soit de gratter un truc en plus, et qui vous insultent si vous le faites pas, et qui vous traitent de capitaliste si vous augmentez vos prix ou ce genre comme ça, et qui savent pas apprécier la qualité de votre accompagnement, de votre coaching, de vos conseils. Ils
ils sont pas capables de l'apprécier. Et en fait, en augmentant petit à petit mes prix, à la fin, là c'est le cas aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des ingénieurs, mais aussi des cadres sup, des avocats, des entrepreneurs, des investisseurs, et pas qu'en France. Hein, on a des Suisses, on a des Belges, on a qui viennent du Maroc aussi, d'Angleterre, on en a aux USA aussi. Et en fait, ça se fait avec les prix, parce que quand on augmente ses prix, en fait, on s'adresse à une autre tranche de population qui va en plus avoir beaucoup plus de résultats parce qu'ils vont vous écouter. Par contre, qui est aussi plus exigeant en termes de résultats. Donc derrière, ça c'est aussi une erreur que je vois souvent, c'est un petit peu la mode du high ticket. Parce que je suis pas le premier à dire qu'il faut augmenter ses prix, tout le monde le sait. Sauf que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui augmentent les prix, mais ça assure pas derrière. C'est-à-dire le prix, il est pas à la hauteur des résultats obtenus. Ils augmentent pour augmenter, mais il faut des raisons. Voilà, ils augmentent pour augmenter, mais il faut une raison. Il faut que le client s'y retrouve aussi. Donc, il faut augmenter ses prix quand déjà on a cette connaissance de l'avatar client que derrière on peut assurer. Sinon, les clients, on va se prendre des clients pas contents, forcément. Ouais, c'est forcément. Donc, on résume. Organique, levier organique, tu t'es focus sur le levier organique, t'as fait des vidéos YouTube. Pour ça, t'as bien étudié ton avatar et tu l'étudies même encore tous les jours, je le sais. Toujours. Ça s'arrête jamais. Ah non. Ça s'arrête jamais parce qu'en plus ça évolue. Alors, il y a des marchés où ça évolue, je pense, assez peu. Je te prends un exemple, je sais pas, le marché pour arrêter de fumer, par exemple, ça évolue pas franchement, tu vois. Les gens, ils veulent toujours arrêter de fumer, tu vois. Par contre, la séduction, ça évolue parce que les moyens de rencontre évoluent aussi. Quand j'ai commencé la séduction, c'était il y a 13 ans. À l'époque, les applications de rencontre n'existaient pas. C'était vu comme ringard. Il y avait juste Mythic qui existait. Et Mythic, à l'époque, c'était vu comme le site des losers. C'est-à-dire, si tu étais sur Mythic à l'époque, c'est que tu étais un raté de la vie, un asocial, tu vois. Ouais, aujourd'hui... Personne voulait de toi, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et à l'époque, les seuls moyens de rencontre, c'était ce qu'on appelait la street, donc c'est-à-dire parler aux gens dans la rue, et les bars et boîtes de nuit. Et je retire les cercles sociaux parce que ceux qui s'intéressent dans la séduction, généralement, c'est des personnes qui soit n'ont pas d'amis ou soit n'ont pas d'amis filles. Donc, ils ont que des mecs, mais pas d'amis filles. Et du coup, il n'y avait que ces deux leviers de rencontre-là. Ensuite est apparu Tinder, Instagram, Facebook, etc. Et là, aujourd'hui, des applications de rencontre comme Tinder, c'est rentré dans les mœurs. C'est plus vu comme la honte. C'est normal. C'est un levier comme un autre. Tout le monde s'en sert. Mais dans 10 ans, ça va encore évoluer. Dans 10 ans, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. Peut-être, je sais pas. Mais ça va changer, c'est sûr. Donc, évidemment, l'avatar client, ça évolue derrière, quoi. Bien sûr, ça va changer. Comment tu as fait donc ensuite pour donc là tu t'es fait connaître grâce à l'organique en mettant et en changeant tes offres, en les améliorant, en changeant ton prix, ton positionnement. Comment tu as fait ensuite pour bien fidéliser tes clients et pour en acquérir plus et pour scaler? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut donner un ordre, une fourchette de résultats que tu fais, une fourchette, même si c'est pas précis, mais c'est pour donner où se trouve un petit peu Dragueur de Paris, si c'est possible. Fourchette financière, tu veux dire? Financière, ouais, c'est voilà. Alors, je donne pas les chiffres exacts, mais on n'est pas très loin des 7 chiffres annuels, en gros. Donc ça donne, juste avec des DP, encore une fois, je parle pas du reste, mais juste avec des DP. Donc voilà, ça peut prendre aujourd'hui. Ce qui est beau. Voilà, ce qui est beau quand on approche. En 5 ans, ça va, il y a un chemin assez sympa qui a été fait, quoi. C'est très beau quand on approche justement les 7 chiffres. Pour ça, tu as mis quoi en place et sur quoi tu t'es focalisé justement pour toujours mieux vendre, plus vendre à la même personne, pour mieux la fidéliser, pour augmenter la lifetime value et la valeur de chaque client, on va dire, d'une manière générale. Ouais, alors au départ, ça va te faire rigoler, mais c'est parti d'une caractéristique de personnalité, on va dire, c'est-à-dire l'acquisition de trafic, je déteste ça. Ça me fait chier. C'est-à-dire aller faire le guignol sur YouTube pour dire clique ici, inscris-toi, machin. Je déteste ça. C'est un truc qui m'a jamais intéressé parce que j'ai une personnalité introvertie de nature et je suis plutôt à l'aise par l'écrit, tu vois. Donc du coup, c'est naturellement qu'en fait, je me suis toujours focalisé sur la fidélisation. C'est-à-dire en fait, l'acquisition, ça a toujours été mon point faible. Et la fidélisation, dès le départ, je me suis concentré dessus pour que ce soit mon point fort. C'est-à-dire que je voulais garder des clients dans ma sphère pendant des années.
et constamment leur proposer des nouveautés. Et ça, en fait, ça a été l'un des premiers leviers, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, un client qui achète chez toi, qui est satisfait, il peut te racheter autre chose, tout simplement. T'es pas obligé d'acquérir sans cesse des clients, tu vois. Et alors, je sais plus, c'est que j'avais entendu cette phrase, mais je m'en souviens encore parce qu'elle m'a fait tilt. C'était il y a 3-4 ans. Je regardais un webinaire, je sais plus du tout de qui c'était. Et à un moment, le gars, il avait dit « You don't have a traffic problem, you have a conversion problem ». Et j'étais content quand elle a dit ça parce que je me disais, tant mieux, j'avais pas envie de m'intéresser à l'acquisition. Donc, on va s'intéresser à la conversion, du coup. Et c'est comme ça que je me suis concentré sur comment optimiser mes taux d'ouverture des emails, les taux de clics, comment optimiser les pages de vente, les upsells, les downsells, etc. Donc, je me suis toujours concentré sur ça. Et c'est toujours d'ailleurs ce qu'on fait sur DDP. C'est-à-dire aujourd'hui, l'acquisition, on le développe toujours aujourd'hui, mais c'est pas le focus principal. C'est naturel, c'est de l'organique. Donc c'est naturel. Pardon ? C'est naturel, c'est de l'organique. De toute façon, Ouais, c'est-à-dire que c'est tes vidéos que tu as mis déjà il y a 6 mois, il y a 8 mois, il y a 1 an, c'est tes vidéos naturellement qui font cette adresse sur du SEO, sur de la requête. Et ça, en plus, ça s'amplifie avec le temps. C'est l'avantage du SEO. C'est-à-dire que c'est long au départ, mais après, ça va de plus en plus vite et de plus en plus fort, contrairement à la pub. Et donc, vu que tu as, toi, mis ça en place, aujourd'hui, ça paye, tu as le fruit de ton travail du départ. Maintenant, ton job, d'après ce que tu me dis, c'est que tout ce trafic qui vient, naturellement, c'est de le convertir. Oui, alors attention, le SEO non plus, c'est pas un outil magique evergreen pour la vie. Il faut quand même le maintenir derrière. Pourquoi ? Parce que l'algorithme Google évolue. T'as des nouveaux concurrents qui émergent. Donc, du coup, t'as en permanence du yo-yo qui se fait sur les positionnements Google. Enfin, dans mon cas encore, ça va, on s'en sort plutôt bien. Il y en a qui ont un peu plus souffert. Mais il faut en permanence monitorer le SEO, réviser les articles, acheter des backlinks, etc., etc. C'est quand même un peu de boulot, tu vois. Mais ça, je paye des mecs pour le faire, tu vois. C'est-à-dire, je sais comment ça marche. Mais ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est fidéliser les clients, discuter avec les clients, etc. C'est un truc sur lequel je me suis toujours focalisé. Et c'est pour ça que les emails, en fait, ça a toujours fait sens pour moi, parce qu'en fait, les emails, pour moi, c'est un moyen de communiquer avec ta base client de manière assez simple. Et pourquoi les emails ? Parce qu'au départ, c'était une facilité pour moi, parce que j'ai toujours été meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Enfin, je me suis quand même amélioré avec le temps. Mais l'écrit, ça a toujours été mon point fort, tu vois. Puis aussi, parce que je détestais m'afficher sur YouTube ou quoi, j'avais pas envie de ça. Donc du coup, l'email, c'est quelque chose qui a été naturel, tu vois. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, l'email, c'est un des canaux de fidélisation les plus anciens d'Internet, mais aussi qui marche toujours le mieux aujourd'hui. Et pour s'en convaincre, c'est très facile. Regardez ce que font tous les entrepreneurs autour de vous. Regardez ce que font même les grosses boîtes. Il y a des boîtes qui achètent des bases email pour faire de la pub. Et ça, c'est quelque chose c'est un actif, en fait, les emails aujourd'hui. Et j'insiste là-dessus, c'est un actif qui est durable dans le temps. Contrairement à un compte Facebook qui a une durée de vie plus limitée, ou même Instagram, ou encore TikTok, etc. Oui, ce sont des réseaux qui marchent aujourd'hui, mais qui vont avoir une durée de vie, à mon avis, plus limitée que l'email. Parce que l'email, ça a fait ses preuves, ça fait peut-être 30 ou 40 ans que ça existe, je sais pas exactement, et ça fonctionne toujours aujourd'hui. Et je continue de m'en servir, et je suis loin d'être le seul. Et comme on dit, alors je reviens sur la fidélisation. La fidélisation, en effet, c'est important. Il y a une stat que souvent on cite, qui est plus ou moins déformée, mais la fidélisation coûte 7 fois moins cher que l'acquisition. Oui. Donc ça vaut le coup de s'y mettre. En effet, et tu le sais parce que souvent on en avait parlé, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est trop oublié de par les marketeurs. Donc focalisez-vous plus sur ce côté conversion et fidélisation. Et ça, il y a un moyen qui est fort, c'est l'email, comme le fait Mike si bien. D'une part, attention, l'email, juste, j'insiste, c'est juste le support. Hein. Ce qui est encore plus important, c'est déjà le contenu de ce que tu vas partager. Et du coup, c'est l'autre point aussi de la fidélisation. C'est d'incarner quelque chose, une personnalité notamment, qui fait que les gens ont envie de te suivre pendant des années. Un rapport, une conversation. Ouais, voilà, c'est ça.
C'est pas juste d'envoyer des emails comme je le vois un peu trop souvent, où en gros, tu essaies de refourguer ton truc le plus vite possible. Ça, c'est le meilleur moyen de faire fuir les clients. Et il y a des clients qui te suivent aussi parce qu'ils accrochent à ta personnalité et aussi parce que tu continues d'évoluer. Par exemple, j'ai des mecs qui sont en couple depuis très longtemps, qui sont toujours abonnés à ma newsletter sur DDP. Parce qu'en fait, ça évolue dans le temps. Parce ça, pareil, c'est une autre astuce que je peux partager. Faire évoluer sa boîte avec soi-même. C'est-à-dire DDP, moi je le fais évoluer avec ma propre évolution, ça continue d'évoluer, c'est un truc qui s'arrête jamais. Et en fait, les clients continuent de suivre l'aventure pour savoir jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer, etc. Parce que on est des humains et qu'on s'intéresse aussi aux personnalités qui nous inspirent et qui évoluent, tout simplement. Et c'est ça aussi qui fait que les gens peuvent te suivre pendant des années. Parce que évidemment, quand tu parles... s'il n'y a pas d'évolution, les gens se lassent. Qu'on soit d'accord, quand tu parles d'emailing, c'est pas l'emailing façon Netflix, Amazon ou non, ça soit d'accord là-dessus. Il faut pas faire, ouais. Voilà, c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Quand on parle d'emailing, on a quelque chose de, comme limite un vlog presque, c'est-à-dire quelque chose de brut, mais avec un véritable rapport entre deux personnes, une véritable conversation où à l'intérieur on va faire passer des émotions et pas simplement achète mon produit. Stop ça. Ouais, c'est ça. Je te prends un exemple que j'avais fait il y a quelques mois. À un moment, j'avais envie de voyager et j'hésitais entre plusieurs villes où aller. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un mail sur ça. J'ai dit, écoutez, j'ai envie de sortir un peu de France et puis de faire quelques rencontres au passage. Voici les 3 villes où j'hésite. Votez, voilà. Donc du coup, les gens ont voté. Il y avait l'engagement. Et c'est Athènes qui est ressorti. Et ce que j'hésitais entre Athènes, Tallinn et Riga, c'était 3 villes où j'avais envie d'aller. Et du coup, ça allait sur Athènes. Je dis ok, banco, go pour Athènes. J'ai pris mon billet, puis ensuite j'ai mis jour 1 tatata, jour 2 tatata, jour 3 suivi tatata. après, vu qu'on a choisi. Voilà, c'est ça. Et je raconte un peu ce qui se passe. Et évidemment, parce que là, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, ouais, mais comment tu fais pour faire des ventes ? En fait, tu fais un call to action. Ça, c'est le secret. Tu fais un call to action à chaque fois pour donner l'occasion à ton audience d'acheter quelque chose. Idéalement, dans le meilleur des cas, d'acheter un produit ou un service en rapport avec le contenu de ton email, tu vois. Je te donne un exemple. Par exemple, voilà, jour 1, j'arrive à Athènes. Bam, 30 matchs sur Tinder. Tiens, vas-y, j'ai 2 dates prévues dans la semaine, machin. Ah, au fait, si tu veux savoir comment je fais, écoute, j'ai la méthode Actiner & Co que j'applique dans ma propre vie personnelle puisque j'en suis l'ambassadeur. Tiens, t'as un code valable pendant 24 heures. Clique ici et tu changes tous les jours. Ou alors, tu fais des cycles de 2-3 jours par produit et tu changes après. Et du coup, avec ça, tu fais un mix, en fait. C'est-à-dire, tu fais un mix entre ta vie personnelle où tu embarques ton lecteur avec toi et la partie vente où tu vas proposer quelque chose. Et ça, c'est un truc qu'il y a tellement peu de personnes qui font ça parce qu'en général, ça, je le vois à chaque fois que je fais des coachings avec des clients sur leur marketing ou sur leur email. À chaque fois, les emails que ces personnes-là écrivent, ils sont chiants. Ils sont chiants à lire. C'est-à-dire que tu es là, tu dis ok, bon, tu me fais ta structure, problème aggravé, solution, bénéfice, rêve, urgence, call to action, closing, machin. Ouais, sur le papier, t'as suivi la structure du copywriting. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et ton mail, il est chiant, quoi. Je m'ennuie. Je vais me désabonner une semaine après. Il y a pas de vie dans le mail. Ouais. Voilà, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de personnalité. Il y a pas grand chose, tu vois. Et ça, c'est dans tous les emails, que ce soit les séquences de bienvenue ou les emails quotidiens, tu vois. L'idée, c'est de le voir comme une série, en fait. Dans une série, vous commencez un premier épisode. À la fin, il y a un cliffhanger, il y a un truc qui se passe, mais il faut regarder le 2e épisode pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a des personnages sur lesquels on s'attache énormément. Il y a une trame de fond, il y a une trame un peu plus en bagot, il y a une trame un peu plus proche. Mais voilà, c'est ça en fait un email. C'est une histoire sur laquelle on va s'accrocher parce qu'il y a des émotions, il y a une véritable personnalité. Mais je pense que pour ça, faut arrêter, à mon sens, faut arrêter de penser uniquement à vendre. Faut penser déjà à ce que l'histoire qu'on souhaite raconter, on a envie que les gens l'écoutent et prennent plaisir à l'écouter. C'est-à-dire que avant de penser, là je donne un conseil, tu vas me dire si tu es d'accord, mais avant de penser à dire, ok, avec cet email-là, je vais faire plus de ventes, essayez déjà de faire plus d'engagement. Et c'est grâce à l'engagement que vous pourrez faire plus de ventes. À mon sens, qu'est-ce que tu en penses, Mike ?
Bah, je vais te prendre un exemple récent. C'est quand tu avais fait ton mastermind pour mon nouveau projet Séduction pour femmes. Quand toi, tu m'as dit, écoute, Mike, j'organise un mastermind une semaine, on va passer une semaine à parler de ta marque, tu ressors avec tout le branding fait, machin. J'ai même pas réfléchi, je dis, c'est où pour acheter? Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, j'accroche à ta façon de faire, à ta personnalité, et parce que j'ai pas de doute que derrière, je sais que je vais retirer beaucoup de choses, tu vois. Donc en fait, t'as même pas eu besoin de me vendre ton mastermind que j'ai signé direct. Alors que derrière, évidemment, t'es pas la seule personne à faire des masterminds. T'en as plein qui vont bombarder de mails, de pages de vente. Ouais, tu vas voir ça, ça va être trop bien. Un mastermind, Mais à reste un la fin, mastermind, hein. comme beaucoup d'humains, je fais mon choix par rapport à la personne. Parce que des mecs qui font des masterminds, il y en a plein sur Internet. C'est pas le problème. Mais derrière, le choix se fait par rapport à la personne. Et sur DDP, c'est également le cas. La majorité de nos clients qui signent, ils signent parce qu'ils accrochent à mon histoire personnelle, à ma personnalité, à la communauté, aux valeurs de la communauté, aux valeurs de la marque, quand ces personnes ont le manager Alexandre au téléphone ou ce genre de choses. C'est ça en fait qui fait que les gens accrochent. Et en fait derrière le copywriting c'est un plus, mais c'est peut-être même pas ça le plus important, parce que souvent quand on dit copywriting on pense technique, c'est-à-dire on dit ouais je mets ma technique d'urgence, je mets le closing à la fin du mail, comme j'ai vu dans la formation Tartamuche. La scarcity. La scarcity, oui. Oui, ça marche, bien sûr. Je suis pas en train de dire ça marche pas. Bien sûr. Ça marche. Mais si tu fais que ça, sans personnalité, sans rien, tu vas peut-être vendre une fois, mais le mec, après, il va avoir quoi? Il va avoir le regret de l'acheteur, le buyer remorse. Il va regretter, il va pas racheter chez toi. Ouais, et en effet, il y a une différence entre une méthode, une structure, et comment vous l'appliquez. C'est deux choses qui sont différentes. C'est le problème souvent des méthodes, des fameuses méthodes qu'on vous vend, parce que ces méthodes, elles sont, des fois, on peut pas se les appliquer, ou on a du mal à les personnaliser. Elles sont tellement imbibées de la personne qui l'a inventée ou qui l'a créée, qu'on a du mal à se faire avec cette méthode. Donc, l'une des meilleures méthodes, et c'est ce qu'on dit, c'est certes d'utiliser ces structures qui sont quand même des guides à la base, mais surtout de parler de vous, de ce que vous êtes en train de faire, de partager votre travail. Je vais citer 2-3 exemples pour bien comprendre. Aujourd'hui, par exemple, Elon Musk ne fait pas de publicité. Elon Musk, aujourd'hui, alors on entend parler à l'heure où on tourne cette vidéo parce qu'il a racheté Twitter, mais c'est un entrepreneur qui ne fait pas de publicité sur Tesla, qui ne fait pas de publicité pratiquement sur toutes ces boîtes, il fait aucune pub, et pourtant, c'est l'homme le plus riche du monde. Pourquoi ? Parce qu'il raconte des choses, il raconte des histoires, il a une vision, il a des ambitions, et tout ça, il le dit dans du texte sur Twitter, il le dit dans des emails, et il le dit avec sa personnalité. Donc on n'achète pas une Tesla, on achète une personnalité d'Elon Musk, en gros. Mais vous l'avez en France, par exemple, on a des entrepreneurs comme Anthony Bourbon qu'on aime ou on n'aime pas, ça, parce qu'il polarise. Mais Anthony Bourbon, il ne vend pas simplement des céréales ou une barre chocolatée. C'est pas ça qu'il vend. Il vend derrière une grande histoire, il vend de l'énergie, il vend une mission d'entrepreneur. Et ça, ensuite, une fois que c'est restructuré avec des structures un peu de copywriting, cette vision, cette passion, ces journées qui passent et comment il le fait, comment il y arrive, c'est ça, c'est pour ça qu'on achète des barres chocolatées. Parce que des barres chocolatées, tu vas chez Carrefour, Leclerc, etc., t'en as plein. C'est ça. Il y en a plein. Donc, c'est clair que le copywriting, c'est bien, mettez-y de votre personnalité, un peu de structure, c'est un bon mélange. Et surtout, l'avantage, ce que tu dis de l'emailing, c'est que tu peux faire ça quand tu veux, en fait. C'est-à-dire que là, tu peux balancer un mail tous les jours. Tu peux automatiser aussi. Comment ? Tu peux automatiser aussi. Tu peux automatiser. Tu peux préparer 1 an d'email. Moi, je connais des entrepreneurs qui préparent 1 an d'email avec des histoires qu'ils ont racontées, etc. Donc, c'est un véritable avantage, ce côté copywriting, mais storytelling et surtout emailing, quoi. Ça permet
ça permet de fidéliser, ça te permet de réchauffer ton client. Parce que c'est ça aussi, toi qui aime pas trop l'acquisition, finalement, tu t'es focalisé à réchauffer un client. Ce qui est de plus dur aujourd'hui. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'augmenter le niveau de confiance des clients. C'est ce que demande tout le monde, parce que je crois que se faire connaître aujourd'hui, c'est simple. On a tous les supports du monde, vraiment, en pub, en organique, on en a, voilà. Donc, se faire connaître, c'est simple. Par contre, réchauffer le client, c'est-à-dire véritablement qu'il ait une confiance pour acheter notre produit parce que ça va lui être utile, c'est ce qu'il y a de plus compliqué aujourd'hui. Et ça, grâce à de l'emailing, notamment, ce que tu fais, à force d'avoir ce rapport personnel, comme tu le dis si bien, on va avoir confiance en toi. On va se dire, ah, mais il me ressemble. Ah, mais tiens, moi aussi, j'ai vécu ça, etc. C'est vraiment... je trouve que c'est vraiment un excellent moyen, cet email marketing. Comment, aujourd'hui, à quelle fréquence tu l'utilises dans Dragueur de Paris ou dans d'autres business et comment tu t'organises pour les emails? On envoie un email par jour, parfois un peu plus quand il y a des lancements. Ça peut aller jusqu'à 3 voire 4 mails le dernier jour potentiellement. C'est plus moi qui les écris aujourd'hui parce que j'ai recruté une personne à qui j'ai confié ma liste email et que je forme et que je suis toujours en train de former aujourd'hui, donc qui est formé, qui connaissait déjà le copywriting avant et que là je suis en train de perfectionner pour s'occuper de ma liste. Et je fais la même chose avec tous mes autres copywriters. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté mon site McTroy de copywriting. C'est justement c'est pour former des copywriters à la méthode sur laquelle j'ai 5 années de recul, sur laquelle j'ai écrit plus de 2500 emails aujourd'hui. Donc j'ai suffisamment de recul pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Je forme des personnes à faire ça, donc des copywriters qui vont ensuite pouvoir derrière soit travailler pour l'une de mes marques ou soit que je vais pouvoir mettre en contact avec d'autres entrepreneurs qui ont aussi ce besoin, parce que je sais que c'est un besoin assez courant de chercher des bons copywriters qui sont capables d'envoyer un email par jour pour s'occuper d'une base email sans faire toutes les erreurs qu'on a vues avant avec des emails trop commerciaux, trop newsletters, etc. Parce que ça, c'est le piège dans lequel tout le monde tombe. Et d'ailleurs, je reviens sur ça parce que c'est hyper important. Donc, faire un email par jour, mais surtout faire un email qui va sur le plan émotionnel. Ça, c'est généralement là où ont le plus de mal les copywriters. C'est-à-dire, souvent, les personnes que je forme, ils savent déjà ce que c'est le copywriting. Ils ont lu Influence et Manipulation de Robert Cialdini, que je recommande bien sûr à tout le monde. Ils connaissent ces structures de copywriting, ils connaissent l'ordre, machin. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là où c'est toujours leur point faible, c'est l'émotion. C'est-à-dire de faire des emails qui viennent me toucher avec des mots émotionnels forts, avec du passif fort. À chaque fois, je les pousse en me disant j'ai envie que tu me fasses trembler sur ma chaise tellement c'est horrible ce que tu es en train de raconter. Tu vois, par exemple, là, je te prends un exemple. Là, cette semaine, on est en train de faire une séquence parce qu'on fait on a un partenariat d'affiliation avec une personne qui est une boîte dans le fitness. Donc ça, c'est connecté à la séduction. Okay. Et en fait, on fait une série d'emails sur ça, sur le physique des hommes pour séduire, parce que ça, c'est un sujet important chez les hommes. Et du coup, on reprend donc mon passif personnel où à l'époque, bon, là ça se voit pas, mais il y a 13 ans, je faisais la même taille qu'aujourd'hui, mais je faisais 30-35 kilos de moins, donc j'étais très très maigre à l'époque. Et on écrit un email émotionnel sur ça, c'est-à-dire on écrit un email genre, à 20 ans, quand j'allais voir les filles, j'étais un cadavre ambulant, j'avais le t-shirt qui pendait, j'avais des boutons partout, les filles me regardaient avec une horreur dessinée sur leurs yeux, ou dans leurs yeux tu devines qu'il y a écrit « Mais mec, mais je sortirai jamais avec toi, tu t'es vu, mais tu es laid, mais jamais je ferai quoi que ce soit avec toi. » Comme un bouquin. Pardon ? Comme un bouquin, quand on lit un bouquin en fait, un roman. Ouais, c'est ça. Prenez, ça c'est une bonne source d'inspiration, prenez les bouquins les plus lus par les femmes. Pourquoi ils sont plus lus par les femmes ? Parce qu'il y a énormément d'émotions. En général, les bouquins pour mecs, genre c'est des bouquins marketing, c'est un peu trop cartésien, tu vois. C'est pas avec ça que tu vas apprendre avec des emails émotionnels. A plus B, AB, voilà. Ça c'est pour les mecs. Faut lire 50 nuances de Grey, par exemple. Quand la façon dont elle décrit Christian Grey, c'est ça qu'il faut regarder, parce qu'en fait c'est ça, et ça touche aussi les mecs, le plan émotionnel. Quand tu parles de tes vulnérabilités, tu vois, je sais que souvent, ce qui convainc mes clients sur DDP de travailler avec nous, c'est, en fait,
quand je me livre à cœur ouvert sur l'horrible passif de timide que j'ai eu, en mode voilà, il y a eu ça, etc. Déjà parce qu'ils sentent que c'est authentique, donc ils savent que derrière les méthodes qu'on va proposer, que ça marche, ils ont pas de doute avec ça. C'est-à-dire, c'est pas je débarque en mode hey, salut, ça va, je t'apprends à séduire les femmes, et le mec, genre, il a la gueule parfaite, le beau corps, machin. Donc en fait, ça les met en confiance, et surtout, on connecte avec le client. Parce qu'en fait, si toi, tu t'ouvres, effet miroir, le client va s'ouvrir aussi. Et derrière, tu as une connexion qui se fait, tu vois. Et tous les jours, je pousse mes copywriters à aller chercher dans les tréfonds des douleurs émotionnelles, des bénéfices émotionnels, parce que c'est ça qui fait que les clients vont connecter. Par exemple, je te donne un exemple, un des meilleurs emails que j'ai écrit, je m'en souviens encore parce que j'ai eu plein de retours sur ça, c'est un email où je raconte qu'il y a un client qui a pleuré au téléphone. Et en fait, c'était l'histoire d'un client qui avait là, je crois, il avait 45 ans, un truc comme ça. En fait, il sortait de 20 ans de mariage avec une femme qui ne n'aimait pas, et il le savait. C'est-à-dire que quand il s'est mis en couple avec elle, il savait qu'il n'était pas avec la bonne. Mais il n'avait pas le courage d'affronter son célibat. Donc, il a fermé les yeux, il s'est mis avec, et du coup, il est allé en mode workaholic sur son boulot. Donc, pendant 20 ans, il a cravaché, et ça a marché, hein. Le mec, il était directeur, je dirais pas où il bosse, mais il était directeur quand même. Donc, il a réussi sa carrière, mais au prix de 20 ans de déni de sa relation amoureuse. Et en fait, quand on est rentré dans le détail sur ça dans l'appel, il y a tout qui est ressorti. C'est-à-dire, j'invente pas, quoi. Il s'est mis à pleurer au téléphone. Il me raconte il regrettait. Il a l'impression d'avoir perdu 20 années de sa vie, tu vois. Et il s'en voulait. Il s'en mordait les doigts, tu vois. Et en fait, il y a plein de lecteurs, j'imagine, qui se sont mis à sa place et qui ont compris parce que tu l'avais décrit d'une belle manière, de manière authentique. Parce que ça, encore une fois, c'est connaissance de l'avatar client, connaître vraiment les tréfonds des souffrances de son client. Et l'horrible réalité de notre monde d'aujourd'hui, j'appelle ça le couple par défaut. C'est-à-dire ça, il y a énormément, c'est plus des hommes que des femmes en général, il y a énormément d'hommes qui en souffrent. C'est-à-dire des hommes qui se mettent avec une femme par défaut, faute de mieux. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas d'expérience, parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter leur vie de célibataire. Ils le savent, parce qu'ils ne sont pas cons, les mecs. Ils ont conscience de ça. Mais ils le cachent au fond de leur cerveau, jusqu'au jour du divorce, bien sûr. Et ça, c'est la connaissance du client qui permet de le savoir. Et derrière, il m'a suffi de raconter derrière une partie. Et je raconte qu'une partie, évidemment, puisque chaque client est confidentiel en travaillant avec nous. Donc, je donnais pas de détails personnels, mais je racontais sur le plan émotionnel un petit peu ce qu'il m'a dit. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours sur ça, quoi, en mode ah ouais, moi aussi je ressens ça, etc. Ouais, ton mail m'a touché, etc. Parce qu'en plus, même moi, je ressentais de l'émotion, tu vois. Donc, c'est-à-dire, il m'a suffi de transcrire l'émotion dans cet email-là. Ça, pareil, c'est une autre astuce que je peux recommander. Écrivez vos emails avec une musique. Si vous voulez écrire un email un peu ambitieux, un peu en mode je vais conquérir le monde, mettez une musique comme ça qui vous donne de la motivation, tu vois. Par contre, si vous voulez créer un mail triste, mettez de la musique triste. Une ambiance. Par exemple, je sais pas, une musique que je trouve extrêmement triste. J'ai écrit certains mails comme ça. C'est je mets la musique de la dernière scène du film Gladiator. C'est une musique, franchement, elle te donne les larmes aux yeux. J'ai écrit un mail sur ça, mais derrière, bam, niveau émotionnel, mais c'est imparable, tu vois. Et ça, c'est un truc simple. Et derrière, ça rend les emails émotionnels. On voit quand même la différence entre toi et quelqu'un d'autre qui va écrire un pauvre mail. C'est que toi, tu mets une intention. Contrairement, une intention de raconter encore une fois quelque chose, une intention de capter l'attention. Alors que d'autres vont y mettre une intention, mais de vendre. Mais ça marche pas la vente pure comme ça. Parce que ça se voit en fait. Ça peut marcher une fois. J'en connais des mecs qui font ça, tu vois. C'est-à-dire les mecs qui passent leur journée à faire des rachats de list email, des pubs, funnels, machin. Ça marche une fois, mais le mec, il connecte pas avec toi, il va pas racheter, tu vois. Il va aller ailleurs. Donc oui, c'est bien pour faire un gros coup, pour faire un peu de bénéfice. Et je vais pas dire ça marche pas, ça marche. Mais marche aujourd'hui. Est-ce qu'on est entrepreneur pour faire un business comme ça? À mon sens, non. Après, il y en a qui aiment ça. Ça marche. En fait, tout marche. Mais
sur le long terme, de manière pérenne, de manière... Oui, sur le long terme, clairement pas. Voilà, clairement pas. Et donc, la base, c'est pas de dire, OK, là, je vais faire l'email de ma vie et c'est là où je vais vendre le plus possible. Déjà, pour essayer de réfléchir à de donner le plus d'émotions possible, dans la meilleure intention possible, de raconter la plus belle des histoires, et vous verrez que là, vous allez vendre le mieux possible. C'est peut-être pas contre-intuitif, mais limite, c'est-à-dire c'est quand on souhaite pas vendre qu'on vend le plus, je pense. Oui, tout à fait. Voilà, Et effectivement, je conseille à tout le monde notamment pour les débutants, même les intermédiaires, de commencer par l'email quotidien, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est comme ça qu'on s'améliore au fil du temps. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent se ruer sur les séquences automatiques dès le départ ou les funnels automatiques. Ça ne marche que si vous êtes un expert en marketing et que vous connaissez parfaitement votre avatar client. Là, ça marche. Par contre, si les deux combinaisons sont pas réunies, vous êtes sûr de vous planter. C'est les emails, soit ils vont pas convertir, ou alors ils vont convertir. Vous allez peut-être faire un ROI de 1, vous n'allez pas perdre d'argent, mais vous n'allez pas en gagner non plus. Ou alors vous ferez peut-être un peu de bénéfices, mais ce sera pas faramineux. Ouais. Donc, pour résumer, l'email, c'est pour fidéliser, pour convertir, pour réchauffer votre client, pour augmenter le niveau de confiance. C'est pas mal, hein, déjà, pour augmenter la communauté. Donc, ça a énormément d'avantages pour un prix qui est ridicule, finalement, si on le fait soi-même, parce que c'est du temps et c'est du partage, et une bonne intention, comme on l'a indiqué. Maintenant, on a dit aussi que il n'y a pas que l'intention. L'intention, c'est bien, mais quand c'est après, il faut la structurer, et pas l'inverse. On part pas d'une structure pour ensuite y mettre une intention, mais plutôt d'une intention et ensuite le structurer. C'est ça, tout à fait. Et pour le structurer, mais pour ça, Mike, justement, il peut vous aider. Aujourd'hui, tu le fais avec un moyen que tu connais très bien, qui est l'email. C'est-à-dire que si on veut des astuces, si on veut se former à l'email marketing, il suffit d'aller sur miketroy.biz, de laisser son email, et tous les jours, ils vont recevoir, donc tous les jours, et moi je suis inscrit, donc je reçois aussi des news, comment justement mieux donner une intention, mieux fidéliser. Et ça, en plus, l'avantage, c'est qu'on n'a pas une information brute, c'est que Mike nous indique ça avec des histoires, nous indique ça avec des émotions, donc ça, on a plaisir à le lire véritablement. Donc je vous conseille, d'une part, et on vous conseille tous les deux, de vous former à l'email marketing, parce que ça a énormément d'avantages dans le business. Aujourd'hui, c'est utilisé par beaucoup d'entrepreneurs, hein, des gros entrepreneurs que je connais. Il y a des entrepreneurs qui font le million, juste avec de l'email marketing, pour vendre soit des produits d'information, des produits physiques, etc. Donc c'est vraiment, ça reste un levier, hein, parce aujourd'hui on peut vous dire qu'en effet il y a TikTok, il y a Instagram, machin. Il y a beaucoup de choses qui sont, et ça se dit comme ça, snackable. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est consommé trop rapidement, alors que l'email, lui, il est consommé, il est gardé, pardon, et il est mémorisé en fait, parce que à partir du moment que il y a une émotion, on le garde en tête, on le mémorise. Donc ça, c'est important. Donc pour rejoindre, pour en savoir plus, miketroy.biz, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc dessus, il y a ma chaîne YouTube avec quelques vidéos d'analyse marketing que je suis en train de publier, mon Insta, puis également la liste privée qui est exclusivement réservée aux copywriters, entrepreneurs et freelance. Attention, par contre, c'est une liste personnelle, donc c'est-à-dire les accès sont validés à la main, donc c'est-à-dire les personnes qui vont s'inscrire en touriste, ça sert à rien, vous allez juste perdre votre temps. Et donc voilà, et puis ensuite, si vous êtes accepté, vous recevez dès le lendemain. Parce que c'est un échange quand même. En effet, il y a pas mal de questions. C'est pas une inscription comme ça, une liste lambda comme on peut faire aujourd'hui.
Oui. C'est un En fait, véritable... l'ambition de cette liste, c'est de former, comme je te le disais tout à l'heure, des copywriters donc à cette méthode d'email marketing que j'applique dans mes propres entreprises, que j'enseigne à mes propres copywriters et donc que je transmets aux autres copywriters également. Et l'ambition, en fait, c'est de réunir les copywriters et les entrepreneurs. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs qui, au début, envoyaient eux-mêmes leur email. Mais en fait, ce sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des managers. Ce sont pas forcément des copywriters, tu vois. Et leur ambition, eux, ils le font parce que ils ont, il y a un manque de ressources humaines. Il y a personne à qui confier la liste email. Donc, ils le font eux-mêmes. Je l'ai fait aussi il y a quelques années. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais quand on est chef d'entreprise, si on veut faire évoluer son entreprise, il faut apprendre à se détacher aussi du copywriting pour s'occuper de sa boîte. Ce que je fais aujourd'hui, puisque je fais moins de copywriting aujourd'hui que je pouvais le faire à l'époque, puisqu'aujourd'hui, je forme les copywriters pour le faire. Et je sais que je suis loin d'être le seul. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui adoreraient avoir une personne qui envoie un email chaque jour à la liste email et qui va être bien meilleur à terme que ce que eux-mêmes pouvaient faire. Comme ça, ça leur libère de la charge mentale pour se concentrer sur former leurs équipes, manager leur entreprise, monter d'autres entreprises, gérer l'entreprise, parce que ça, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, vous savez que ça prend énormément de temps. Et on peut pas à la fois s'occuper de ça et envoyer un email ultra qualitatif par jour, c'est assez compliqué. Donc du coup, l'objectif de cette liste, c'est de rassembler les deux populations pour que des copywriters puissent travailler pour des entrepreneurs qui en fait sont avides de cette compétence-là, parce que il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Par exemple, vous imaginez que, je sais pas, je prends des prix au pif. Imaginons que ça vous coûte 50 € le mail. Un copywriter, pour 20 minutes à écrire un email, ça lui rapporte 50 €. C'est hyper rentable, soit dit en passant. Si derrière vous générez 400 € de vente, ça vous fait un ROI de dingue. C'est clair. Et si en plus c'est ça tous les jours, c'est ce qu'on appelle un investissement rentable. Donc il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Le ROI, il est largement supérieur sur complètement. marketing. Et souvent, je dis ça aussi, les copywriters, souvent, ils n'ont pas forcément envie de devenir chef d'entreprise. Ils n'ont pas envie de manager des gens, ils n'ont pas envie de manager 4 boîtes à la fois, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec la compta, les suivis, les machins, les expertises différentes. Voilà, les entretiens annuels avec les personnes qui travaillent, etc. Ils n'ont pas envie de ça. Souvent, les copywriters, ils ont envie d'avoir leur PC, les quelques heures de boulot et la liberté de travailler depuis n'importe où dans le monde, de voyager où ils veulent, quand ils veulent, du moment qu'ils sont capables de livrer leur email en temps et en heure. Et à mon sens, tous les copywriters que je connais, c'est ce à quoi ils aspirent. Tu vois, avant tout, ce qu'ils veulent, c'est la liberté. La liberté, de travailler 2-3 heures par semaine et de très bien gagner leur vie pour aller où ils veulent, tout simplement. Donc, plutôt que de travailler chacun de son côté, parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi pas rassembler les deux, en fait, tu vois? Parce que l'un a besoin de l'autre. Les copywriters, ils ont envie de travailler pour 2-3 clients et de très bien gagner leur vie comme ça. Et les entrepreneurs dont je fais partie, c'est pour ça que je forme les copywriters, on a envie de confier une liste email à une personne qui va s'en occuper tous les jours. Tous les jours, il va s'améliorer. Elle aura la même patte. En plus, voilà. La personnalité, la même façon d'écrire, etc. C'est important. Si vous changez tous les jours de copywriter, ça va se voir. Il n'y aura pas le même... oui, et d'ailleurs, c'est marrant parce que en séduction, j'ai un de mes concurrents à qui ça arrive, c'est-à-dire tous les 6 mois, j'ai l'impression qu'il change de copywriter. C'est une catastrophe. Les emails, c'est sans queue ni tête. En plus, c'est des emails de vente. Vas-y, clique, achète, machin. Les gens, ça les saoule. Et en plus, il y a la courbe d'apprentissage à chaque fois. La courbe d'apprentissage, c'est un truc important à comprendre. C'est que quand vous commencez à confier à quelqu'un votre liste email, il y a un temps d'apprentissage qui est variable suivant la personne, évidemment. Et le but d'être formé chez moi, c'est d'accélérer, de réduire cette courbe d'apprentissage. Par contre, une fois que la personne a compris la tonalité, la personnalité donc du gourou de l'entreprise, ce qu'attendent les clients, l'avatar client, une fois qu'il a compris ça, après derrière ça tourne tout seul. Et si à ce moment-là on vire la personne, qu'on en reprend un autre à chaque fois, en fait la courbe d'apprentissage, on n'a pas le temps de l'emmener jusqu'au niveau où ça devrait être.
Et en fait, c'est complètement Elle n'est pas contre-productif. pertinente, ouais. Elle est Ouais, pas, voilà, c'est ça. c'est pas Et ça, pertinent. c'est un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis entrepreneur. C'est-à-dire, je travaille toujours sur le long terme avec les gens. La première personne avec qui j'ai travaillé, c'est Loïc, qui s'occupe de neurolooking sur DDP. Pour la partie séduction pour hommes, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, tu vois. Et là, les copywriters avec qui je travaille, pareil, j'ai envie de travailler avec eux sur le long terme. Eux aussi, ils veulent qu'on travaille ensemble sur le long terme. C'est du gagnant-gagnant. Tout le monde s'y retrouve, en fait, à la fin. Mais de toute façon, moi, je suis pour le long terme. C'est la base du branding, c'est le long terme. Je suis contre cet effet de tendance, en fait, court-termiste, parce que il coûte cher, en fait. Le court terme ça vous coûte coûte cher, dans tous les cas. Le long terme, il y a cet effet cumulé qu'on vient de parler, qui fait qu'à la fin, vous sortirez gagnant et ça sera beaucoup, beaucoup plus simple, beaucoup plus souple. J'imagine que pour toi aujourd'hui, sortir notamment une vidéo YouTube, ça te coûte moins de temps, moins cher, moins d'énergie de toute manière que la première vidéo que tu as faite. À un moment, je vais te donner un calcul comptable que j'ai fait un moment. Il y a un mois, on avait dépensé en publicité. Combien on avait dépensé? On n'était pas très loin des 10 000, je crois, quelque chose comme ça. À vérifier, mais je crois qu'on n'était pas très loin des 10 000. Et ce mois-ci, ça n'avait pas bien marché, donc on a fait un déficit ce mois-ci. Au niveau des publicités, en tout cas. Ouais. Et là, je prends un peu de recul. Je me dis, putain, qu'est-ce qui serait passé si j'ai mis 10 000 balles en SEO plutôt que 10 000 balles en pub? En fait, ça aurait peut-être pas apporté des résultats tout de suite, mais au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois et davantage encore, ça aurait été bien plus. Simplement, voilà, le SEO, c'est le truc que personne ne veut faire parce que c'est lent. Et c'est un peu technique aussi, c'est-à-dire la connaissance de l'algorithme Google, c'est un délire aussi. Mais il y a moins ce côté cash flow direct qui est lié à l'ego, qui est lié à plein de trucs. Parce que c'est compliqué à maîtriser. De dire, je fais une campagne de SEO, j'ai au bout 10 000 euros, comme beaucoup de marketeurs font aujourd'hui grâce à de la publicité. C'est compliqué ça. Et donc, en effet, aujourd'hui, écrire des emails avec un même copywriter ou même écrire des pages de vente avec un même copywriter, vous allez avoir un effet cumulé, ça va être beaucoup plus smooth, vous allez gagner en temps, en énergie, et c'est surtout, ça va pas se voir, on va pas voir que derrière, il y a quelqu'un qui vient de changer tous les 6 mois, comme tu l'as dit, Mike, tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a rien de pire pour une marque de changer de ton de voix. Oui, pardon ? Il n'y a rien de pire pour une marque, quand on est une marque, il n'y a rien de pire que de changer de ton de voix. C'est comme si vous regardez un film, pendant 6 mois, vous avez un doublage, et puis d'un seul coup, on change de doublage pour l'actrice principale. Ouais, ça c'est chiant. Ouais. Ça casse le délire. Hein. Oui, c'est très très chiant. Il y a des films où c'est comme ça en plus. C'est super chiant. Ouais, voilà, c'est exactement la même chose si vous changez. C'est très bon exemple. Ouais. Merci en tout cas, Mike. C'était top. J'espère. Voilà, merci à toi, David. Tous ceux qui nous regardent vont mettre en place leur système d'email marketing, vont être beaucoup plus pertinents dessus. Retrouvez vraiment, il y a énormément de valeur dans ce que Mike partage. Il le partage encore une fois avec authenticité sur miketroy.biz. C'est important pour votre business, on l'a dit, on le répète, pour la fidélité, pour réchauffer vos clients, pour mieux convertir. Donc allez-y, voilà, je tiens à le dire. Vous pouvez aller voir aussi Dragueur de Paris si vous souhaitez des conseils en séduction en tant qu'homme. Ou même pour l'email, vous pourrez voir les emails qu'envoie un de mes copywriters. Aussi. C'est aussi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont inscrits sur cette liste email là, qui sont soit en couple ou soit pas du tout intéressés par la séduction, tu vois. Ouais, mais voilà, si c'est bien fait, on a hâte de lire. Un dernier mot pour la fin, un dernier conseil, Mike. Ah, tu m'as pris de court là. Dernier conseil, je dirais, c'est peut-être si vous avez un truc à retenir de cette interview, c'est penser long terme, quoi. Penser long terme. C'est pas d'activer, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, la pub typiquement.
le nombre de mecs qui débarquent, qui font grosse campagne de pub et que tu revois plus au bout de 2 mois, enfin j'en ai vu passer, tu vois, quoi. Ça y en a plein, tu vois. Donc toujours se concentrer sur le long terme. Oui, ça prend un peu de temps. Oui, il n'y a pas des résultats en 2 jours, certes. Mais sur le long terme, vous serez content d'avoir fait ce choix-là et c'est ça qui fait que vous aurez une entreprise durable. Et une entreprise durable, pérenne et Oui. revendable. Ouais. Parce que le but, c'est de... Oui, revendable aussi. Et ce que le but, c'est de durer. Hein. Je sais plus où c'est que j'avais lu ça. C'était dans un livre, je crois. C'était quelqu'un qui disait que en fait, pour avoir une entreprise à succès, faut pas être un génie, faut pas être le meilleur, faut juste durer, en fait. Je sais plus où j'ai lu ça. Ouais. Mais ça fait sens, en fait, parce qu'en fait, il y a plein de boîtes qui coulent dans les 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, si au bout de 3 ans, vous êtes toujours là, parce que vous avez visé le long terme, ben, juste avec ça, vous gagnez, quoi. Exactement. C'est la constance qui fait ça. Mais je crois que c'est dans... en plus, il me semble que c'est dans Sell Like Crazy. Je ne sais plus du tout, je l'ai vu, mais je me souviens de... Sell Like Crazy, donc de vente. Ça parle de vente. Okay. Merci à toi pour cette interview. Moi, j'ai Merci, toujours David. plaisir de toute façon d'échanger. On voit pas le temps quand on échange ensemble. Ouais, c'est vrai, on est assez bavard à chaque fois. J'ai toujours plaisir à échanger sur que ce soit marketing, entrepreneuriat ou autre avec toi. Retrouvez Mike sur miketroy.biz. Voilà mon conseil et pensez long terme. Mike, à très très bientôt. Voilà, plaisir. Et j'espère vraiment que cette interview vous a plu. Et si mettez des commentaires si elle vous a plu, posez des questions à Mike sur l'email marketing et il vous répondra dans les commentaires en dessous de cette vidéo. À bientôt, bye bye, salut. À bientôt.